Dans cette histoire, la promesse d'une victoire rapide se heurte à un détroit bloqué, à la hausse des prix, à des alliances fracturées et à une guerre qui paraît soudain beaucoup plus difficile à terminer qu'à commencer. Le fragile cessez-le-feu dans la guerre contre l'Iran est devenu la question centrale parce que la menace du président Trump de reprendre l'assaut total contre l'Iran s'est plutôt terminée par une branche d'olivier offerte pour une durée indéterminée. L'Iran garde le contrôle du détroit d'Ormuz. Le blocus naval américain continue. Et la question incontournable est de savoir comment tout cela peut se terminer. Pour une équipe qui adore qualifier tout d'historique, voilà une leçon d'histoire qu'elle aimerait probablement pouvoir effacer d'un clic. On peut espérer qu'il y aura une forme de règlement négocié, mais il n'est pas certain que cela arrive réellement. À ce stade, il n'y a même pas de véritable cessez-le-feu. Pendant un moment, on a cru qu'il y en avait un, mais il s'est effondré parce que les Américains ont décidé de continuer à bloquer le détroit, ce qui revient en fait à bloquer l'Iran. Les Iraniens, qui avaient ouvert le détroit pendant une journée, l'ont ensuite refermé. Maintenant, les deux camps saisissent des cargos ou des pétroliers dans une guerre du tac au tac, et ils ne sont même pas retournés à la table des négociations. Cela peut encore arriver, mais même si les négociations reprennent, conclure un accord sera extrêmement difficile, parce que les deux camps sont très éloignés l'un de l'autre. Le cœur du problème, c'est qu'après un certain nombre d'objectifs différents avancés par les Américains au début de la guerre, y compris le changement de régime, et ainsi de suite, l'administration Trump semble maintenant avoir recentré son objectif sur le fait d'empêcher l'Iran de développer une arme nucléaire. Cela signifie que la victoire ne peut être revendiquée que si ce résultat est établi, et ce résultat ne peut être établi, semble-t-il, que si les États-Unis peuvent être vus comme ayant détruit de façon vérifiable l'uranium enrichi de l'Iran ou obtenu sa remise. Sans ce résultat, il est difficile de voir comment qui que ce soit pourrait prétendre avoir empêché l'Iran de développer une arme nucléaire, si jamais il cherchait à le faire. Dans l'univers Trump, déplacer les buts est souvent vendu comme une stratégie, de préférence avant que quelqu'un ne remarque le tableau de pointage. Il y a ici deux enjeux. Le premier est d'éliminer complètement la capacité d'enrichissement nucléaire. Le second est de faire sortir d'Iran l'uranium enrichi jusqu'à 60%. Ce sont deux tâches extrêmement difficiles. Il sera peu être possible de conclure un accord selon lequel l'uranium enrichi à 60% serait déplacé hors d'Iran, mais l'Iran ne renoncera pas à sa capacité d'enrichissement nucléaire. Et au-delà de cela, la question de l'enrichissement nucléaire n'est qu'un seul des dossiers sur la table. Il y a aussi toute la question des sanctions, la question des réparations, la question de savoir qui contrôlera le détroit d'Ormuz à l'avenir, et si les Iraniens seront autorisés à avoir une sorte de péage au milieu de celui-ci. Il y a la question de la relation entre l'Iran et le Hezbollah, entre l'Iran et le Hamas. Il y a la question des bases militaires américaines dans la région. La liste pourrait continuer encore et encore. Il y a de nombreux enjeux à régler, même si la question de l'enrichissement nucléaire elle-même peut d'une manière ou d'une autre être réglée. Et cette question à elle seule est déjà difficile. Les Américains semblent avoir massivement sous-estimé la capacité de l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz et sa volonté d'attaquer les voisins du Golfe. La manière double dont l'Iran a géré ces deux aspects a été une réponse efficace à une attaque militaire dans laquelle il faisait clairement face à une supériorité militaire écrasante de la part des Américains et des Israéliens. Il ne fait aucun doute que le président Trump et les Israéliens, principalement le Premier ministre Netanyahou et le chef du Mossad, David Barnea, qui a été une figure centrale dans la vente de cette stratégie à la fois à Netanyahou et à Trump, ont complètement mal lu la situation. Ils pensaient que les États-Unis et Israël, agissant ensemble, pouvaient obtenir une victoire rapide et décisive. Ils pensaient pouvoir lancer une campagne de choc et d'effroi, décapiter le régime, et ne même pas avoir à se soucier de la fermeture du détroit. Cela ne s'est pas produit. Il est important de souligner que si l'on regarde ce que disaient les conseillers de Trump, des gens comme Vance, Rubio, John Ratcliffe, le directeur de la CIA et le général Kane, le président du comité des chefs d'état-major interarmés, choisi personnellement par le président Trump, ces quatre acteurs clés du processus décisionnel pensaient tous que cela ne fonctionnerait pas. C'est donc devenu un cas où le président Trump et les Israéliens, d'un côté, ont prévalu dans le processus décisionnel, et le résultat a été une guerre désastreuse. Apparemment, rapide et décisif fonctionne mieux comme slogan de campagne que comme plan de guerre. Les enjeux économiques et politiques pour le président Trump sont maintenant graves. Le blocus cause des dommages économiques aux Iraniens, mais plus le détroit d'Ormuz reste effectivement fermé, plus il provoque aussi d'énormes problèmes économiques, non seulement pour l'Amérique, mais pour tous ceux qui utilisent ce détroit, les dégâts politiques causés par la hausse du prix de l'essence,
la hausse des prix de l'énergie en général, et l'augmentation plus lente mais persistante des prix alimentaires parce que les engrais ne peuvent pas passer non plus, sont toxiques pour Donald Trump. Les sondages montrent déjà que son taux d'approbation atteint de nouveaux creux, et le nombre d'Américains opposés à cette guerre augmente. Ces chiffres risquent seulement de s'aggraver pour lui si cela continue, surtout avec les élections de mi-mandat qui arrivent en novembre. Rien ne dit mieux l'Amérique d'abord que de transformer chaque station-service américaine en séance d'information sur la politique étrangère. L'économie est d'une importance centrale ici, et l'économie internationale est en grande difficulté. Si les choses empirent, le président Trump sera encore plus en difficulté. C'est la principale raison pour laquelle il a décidé de prolonger le cessez-le-feu au lieu de recommencer à bombarder l'Iran. Le président Trump comprend parfaitement que s'il bombarde l'Iran, l'Iran ripostera en fermant complètement le détroit d'Ormuz et en bloquant aussi la mer Rouge. Cela aurait des conséquences encore plus dévastatrices pour l'économie internationale. Certains avertissent déjà que le monde pourrait se diriger vers quelque chose qui ressemble à la Grande Dépression des années 1930. Le président Trump a donc un intérêt direct à régler cette guerre le plus rapidement possible. En fait, il aurait voulu qu'elle soit réglée hier, et c'est pourquoi il a prolongé le cessez-le-feu. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas d'option militaire. Il ne peut pas résoudre ce problème par la force militaire. C'est l'un des aspects les plus fascinants de la manière dont cette guerre s'est déroulée. Malgré toute la rhétorique belliqueuse sur le fait de détruire toutes les centrales électriques en Iran et ainsi de suite, la dure réalité, froide et implacable, est que l'Iran possède encore un très grand nombre de missiles balistiques. L'Iran pourrait facilement attaquer, comme il a déjà montré qu'il était prêt à le faire, les raffineries de pétrole des États voisins du Golfe. Il pourrait aller plus loin. Si les propres usines de dessalement de l'Iran étaient détruites, il pourrait faire la même chose aux voisins du Golfe au Moyen-Orient. Si cela se produisait, l'Iran pourrait essentiellement interrompre l'approvisionnement en eau dans certains de ces États. Cela pourrait devenir incroyablement grave, presque apocalyptique pour les populations de ces pays. La version en conférence de presse semblait simple. La réalité, de manière agaçante, est arrivée avec des cartes, des missiles et des conséquences. Il n'y a aucun doute là, dessus. L'Iran peut essentiellement détruire les 6 États du Golfe parce qu'il en a la capacité balistique. Et encore une fois, il peut fermer la mer Rouge. Une grande partie du pétrole saoudien continue de sortir parce que les Saoudiens ont construit un pipeline qui s'éloigne du golfe Persique vers la mer Rouge. Le pétrole saoudien sort donc par la mer Rouge. Si l'Iran ferme la mer Rouge et que ce pétrole saoudien ne sort plus, tout en fermant aussi le détroit d'Ormuz de sorte qu'aucun pétrole, aucun engrais, aucun aluminium et aucun hélium ne sortent du Golfe, les conséquences pour l'économie internationale seront dévastatrices. En même temps, si la force militaire est utilisée contre l'Iran, l'Iran ne se contentera pas de riposter, il ne lèvera pas non plus les bras en signe de reddition. Les Iraniens sont profondément nationalistes, et ils considèrent les États-Unis et Israël comme une menace existentielle. Cela signifie qu'ils se battront jusqu'au dernier avant de se rendre. Il n'y a pas ici de stratégie pour gagner la guerre, et il existe une nécessité impérieuse de mettre fin à tout cela le plus rapidement possible. Donald Trump devrait sortir de cette situation du mieux qu'il peut, et aussi vite qu'il le peut. À long terme, il est difficile d'imaginer comment cela ne s'aggraverait pas beaucoup. Le soutien populaire envers Israël s'effondre aussi aux États-Unis, un fait confirmé par sondage après sondage. Pour la première fois de l'histoire, plus d'Américains sympathisent maintenant avec les Palestiniens qu'avec les Israéliens. Le soutien baisse dans tous les groupes d'âge et dans toutes les affiliations politiques, même chez les républicains. Beaucoup de gens ont tendance à blâmer Tucker Carlson pour cela, mais les électeurs disent aux sondeurs que cela a beaucoup plus à voir avec la destruction de Gaza et la guerre contre l'Iran. C'est un profond changement dans l'opinion publique, et quiconque voudra remplacer Donald Trump comme président devra prendre position là, dessus. Le gouverneur Josh Shapiro et Rahm Emanuel sont tous deux des politiciens juifs qui veulent devenir le prochain président démocrate, et tous deux blâmant Netanyahou d'avoir entraîné les États-Unis dans la guerre contre l'Iran. Emmanuel dit qu'il est temps d'arrêter de dépenser l'argent des contribuables américains pour l'armée israélienne. Tout cela est devenu trop lourd pour le juriste et démocrate de longue date Alan Dershowitz, qui a annoncé qu'il s'inscrivait comme républicain pour la première fois de sa vie, qualifiant les démocrates de parti le plus anti-Israël de l'histoire des États-Unis. Mais il pourrait découvrir que les républicains se posent beaucoup des mêmes questions. Joe Kent, époux d'une militaire tombée au combat et ancien béret vert, a démissionné de son poste de directeur du National Counter-Terrorism Center à cause de l'influence d'Israël sur la guerre contre l'Iran. La raison pour laquelle Dershowitz ressent cela aussi fortement, c'est que, selon lui,
Les sondages montrent que la grande majorité des démocrates de tous âges s'opposent à Israël. Les démocrates ont élu une congressiste du New Jersey qu'ils décrit comme virulemment anti-Israël. Ils pourraient nommer un candidat au Sénat du Michigan qui fait campagne avec un néo-nazi, quelqu'un qu'ils décrit comme un partisan d'Hitler. Même Rahm Emanuel a déclaré que les démocrates devraient cesser cela et que le gouvernement des États-Unis devrait réorganiser sa relation avec Israël et le traiter comme n'importe quel autre allié. À la lumière de ce qui se passe sur les campus universitaires et de la montée de l'antisémitisme dans le monde, Dershowitz dit qu'il ne peut pas être associé à un parti politique qui est devenu partie intégrante de la tendance anti-Israël et anti-juive dans le monde et aux États-Unis. Bien qu'il soutienne de nombreuses politiques intérieures démocrates, il dit qu'il votera et travaillera fort pour faire en sorte que les républicains conservent le contrôle de la Chambre, du Sénat et de la présidence, afin d'empêcher les États-Unis d'évoluer comme de nombreux pays européens l'ont fait, loin d'Israël, loin du soutien aux valeurs occidentales et vers des valeurs de gauche radicales. S'il pouvait s'inscrire comme républicain avec un petit astérisque disant qu'il est essentiellement républicain en politique étrangère tout en restant démocrate sur les questions intérieures, mais ce choix n'est pas disponible. Donc, conformément à ses valeurs, il cite Ronald Reagan. Il n'a pas quitté le Parti démocrate. C'est le Parti démocrate qui l'a quitté. Et il croit que ce parti est en train de quitter rapidement l'Amérique. C'est pourquoi il va travailler contre le Parti démocrate, particulièrement à un moment où l'antisémitisme et l'anti-israélisme augmentent dans le monde. Il existe aussi un désaccord sur ce que cela signifie quand des Américains disent être pro-palestiniens. L'argument du côté de Dershowitz est que très peu de gens sont vraiment pro-palestiniens. Ils sont anti-Israël. S'ils étaient réellement pro-palestiniens, ils soutiendraient aussi les Kurdes, les Ouïghours, les Soudanais et les Ukrainiens. Il n'y a pas de manifestation sur les campus universitaires en faveur de ces autres groupes opprimés, seulement pour les Palestiniens, et non pas à cause de qui sont les Palestiniens, mais à cause de celui qui les opprimerait supposément, l'État-nation du peuple juif. Dans cette perspective, c'est une autre manifestation de l'antisémitisme mondial croissant, et il faut la combattre. Mais beaucoup de Juifs et d'Israéliens ont avancé le point opposé au cours des dernières semaines. Le thème commun chez beaucoup d'entre eux est que le gouvernement israélien actuel s'est éloigné de toute forme de gouvernement dominant pour devenir un gouvernement extrémiste guidé par les agendas de gens comme Ben Gvir, Smotrich, Netanyahou suivant leur ligne. Ils croient que c'est la raison pour laquelle le sentiment contre Israël, comme pays, augmente autant, et pourquoi les Juifs dans le monde se sentent de plus en plus en danger. Beaucoup d'entre eux blâmant le gouvernement Netanyahou lui-même pour cela, à cause de ses actions. La réponse du côté de Dershowitz commence par le fait qu'Israël est une démocratie. Bill Clinton l'a déjà formulé brutalement lors d'un souper. Le vrai problème avec Israël, c'est que c'est une démocratie parce que les Israéliens peuvent réellement voter et décider qui sont leurs dirigeants et quelles sont leurs politiques. Quand un président américain veut que la Jordanie, l'Égypte ou l'Arabie saoudite fassent quelque chose, ces gouvernements peuvent souvent simplement être poussés à le faire. Mais avec Israël, il y a des sondages, de petits cabinets, de grands cabinets, des élections. Israël a eu plus d'élections au cours des 10 dernières années que n'importe quelle autre démocratie. C'est une démocratie vivante. Des gens comme Ben Gvir et Smotrich, que Dershowitz méprise et aimerait ne pas voir au gouvernement, sont nécessaires à Netanyahou pour former un gouvernement. Il espère qu'il est vrai que l'anti-israélisme et l'antisémitisme qui se développent dans le monde sont simplement une conséquence du fait que Netanyahou soit le dirigeant, mais il n'y croit pas. Il voit cela comme la dernière excuse et la dernière couverture de l'antisémitisme. L'antisionisme est devenu une couverture. Une grande partie de l'opposition est antisioniste. C'est, à dire, opposé au concept même d'un État-nation indépendant pour le peuple juif. Tant qu'il y aura un État-nation indépendant, selon ce point de vue, il y aura une montée de l'antisionisme. Et il a l'intention de combattre cela, peu importe qui l'électorat israélien choisit comme Premier ministre. La réponse opposée du côté de Joe Kent est que les Américains, surtout ceux qui ont voté pour Donald Trump et qui représentent la majorité des républicains, en ont assez d'avoir ces discussions sur des pays étrangers, qu'il s'agisse d'Israël ou d'un autre. Israël a maintenant une influence démesurée sur la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. Une influence qui a contribué à propulser les États-Unis dans le conflit actuel avec l'Iran, selon ce point de vue, a entraîné l'Amérique dans la tragique guerre en Irak. Les Américains veulent que leur gouvernement se concentre sur les problèmes à l'intérieur de l'Amérique. Il suffit de traverser n'importe quelle ville américaine pour voir la pauvreté et le désespoir.
Ce sont les enjeux sur lesquels les gens veulent se concentrer. Ils ne veulent pas se concentrer sur la composition du cabinet israélien ou sur les préférences de politique étrangère du gouvernement israélien, si ces préférences entraînent les États-Unis dans la prochaine série de conflits. C'est pourquoi tant de gens qui ont voté pour le président Trump lorsqu'il faisait campagne sur le fait de mettre les intérêts américains en premier sont maintenant si en colère. Ce n'est pas nécessairement un argument pour mettre fin à toute relation avec Israël. Ce n'est pas non plus nécessairement une question Israël contre Palestiniens. Ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens relève, très franchement, de leurs affaires. Et la plupart des Américains seraient probablement d'accord. Les États-Unis ont simplement besoin de relations normales avec Israël, comme ils en auraient avec n'importe quel autre pays. Mais en ce moment, la relation avec Israël est si déséquilibrée que beaucoup de gens mettent cette question au premier plan. La guerre contre l'Iran et les guerres au Moyen-Orient, au cours des 2 dernières décennies et plus, ont consommé tellement de sang, de trésors et d'attention de la part des dirigeants américains que beaucoup de gens, surtout du côté républicain, disent que tout cela est déréglé. Les dirigeants américains doivent donner la priorité aux Américains. Ce sera un enjeu majeur au prochain cycle électoral, pas seulement aux élections de mi-mandat, mais surtout lors de la primaire présidentielle ouverte de 2028. Dershowitz rejette fermement l'idée qu'Israël aurait contribué à entraîner les États-Unis dans la guerre en Irak. Sa correction est qu'Israël était opposé à l'entrée des États-Unis en Irak. Il dit qu'il se trouvait dans le bureau du Premier ministre Sharon, lorsque Sharon lui a personnellement dit qu'il avait parlé au président Bush et l'avait exhorté à ne pas envoyer de troupes américaines en Irak. Selon ce récit, Israël s'opposait à la guerre en Irak. L'Iran est différent, parce qu'Israël est favorable à un changement de régime en Iran, puisque l'Iran menace existentiellement l'existence d'Israël. Sur l'Irak, toutefois, la situation était très différente. Israël, dans cette perspective, a été un grand allié des États-Unis au fil des ans, l'un des rares pays sur lesquels l'Amérique peut compter pour tout. Récemment, le rôle principal joué par les États-Unis a été de freiner Israël. Ils ont arrêté Israël lorsqu'il a bombardé des réacteurs nucléaires et lui ont dit qu'il devait s'arrêter. Israël voulait continuer. Lors d'un récent cessez-le-feu, les États-Unis ont exigé qu'Israël mette fin à sa guerre au Liban. Les États-Unis ont donc été un frein pour Israël. De ce point de vue, Israël n'a pas vraiment influencé les États-Unis. Ce sont beaucoup plus les États-Unis qui ont influencé les actions d'Israël, même ses actions d'autodéfense. Mais cela ne correspond pas à la guerre contre l'Iran, parce que le grand reportage approfondi du New York Times décrivait Benjamin Netanyahou, lors de sa 7e ou 8e visite à la Maison-Blanche en quelques mois, assis dans la salle de crise avec le chef du Mossad présent sur grand écran, en train de vendre à Donald Trump l'idée qu'il y avait une occasion de décapiter la direction iranienne. L'affirmation était qu'en conséquence, le corps des gardiens de la révolution islamique s'effondrerait, le peuple se soulèverait, et tout le monde en Iran serait trop distrait pour même penser au détroit d'Ormuz. La première partie s'est produite, et il existe un argument solide selon lequel les Américains se sont joints à l'opération à la demande de Netanyahou, parce que Marco Rubio lui-même a publiquement déclaré que les forces américaines avaient frappé préventivement l'Iran, parce que Israël leur avait dit qu'il allait attaquer l'Iran, et que les Américains savaient que si cela arrivait, l'Iran attaquerait des intérêts américains. Ils ont donc frappé les premiers. Le débat devient alors de savoir s'il s'agissait simplement d'une question de calendrier ou si c'était aussi une question de savoir qui influençait qui. Rubio n'est pas un homme stupide, il est sans doute la personne la plus compétente de tout le cabinet. Un homme brillant ne dit pas le contraire de ce qu'il croit réellement. Il a dit clairement à la caméra que l'Amérique avait frappé préventivement l'Iran parce qu'Israël lui avait dit qu'il attaquerait l'Iran, et qu'il savait que l'Iran attaquerait ensuite des intérêts américains. L'argument était que l'Amérique avait frappé la première. La réponse de Dershowitz est que des expressions comme « tirer les ficelles » constituent le plus vieux trope antisémite de l'histoire, suggérant qu'Israël ou les Juifs tirent les ficelles. Personne ne dit à Trump quoi faire. Trump décide quoi faire. Ce qu'Israël et les États-Unis ont dit ensemble, c'est qu'ils disposaient de renseignements indiquant que toutes ces personnes se réunissaient au même endroit, et que c'était donc le moment d'agir. Mais Donald Trump et les États-Unis n'ont pas lancé une guerre fondée sur l'intérêt d'Israël, selon ce point de vue. Ils ont lancé une guerre fondée sur les intérêts américains. Les Juifs représentent 2% de la population américaine, dont la moitié ne soutient même pas Israël. Les musulmans et les Arabes représentent 3%. Trump lui-même se plaint que les Juifs ne votent pas pour lui malgré tout le bien qu'il estime avoir fait pour eux. Dans cette perspective, Trump ne part pas en guerre pour satisfaire les intérêts légitimes d'Israël, plutôt que les intérêts légitimes des États-Unis.
Bien sûr, il fait partie du travail de Netanyahou de persuader le président Trump qu'il est dans l'intérêt d'Israël, et dans celui des États-Unis de décapiter et de détruire l'Iran. L'Iran est présenté comme une menace existentielle pour les intérêts de l'Amérique et pour les alliés de l'Amérique. Il y a eu une erreur de calcul. L'Iran est plus fort et plus déterminé que quiconque ne le pensait. Quant au détroit d'Ormuz, la réponse, selon ce point de vue, est qu'il faut trouver des moyens de le contourner et de sécuriser des sources d'approvisionnement en pétrole alternatives. La guerre ne peut pas se terminer avec l'Iran maintenant le contrôle de ce qui est maintenant une voie navigable importante. Il devrait cesser d'être une voie navigable importante. C'est pourquoi Dershowitz affirme depuis le début que les États-Unis doivent contrôler le détroit et dire à l'Iran « soit tout le monde passe, soit personne ne passe ». C'était le message qu'il a envoyé dans sa tribune et ce qu'il a dit aux gens de la Maison-Blanche. L'Iran ne peut pas être aux commandes. La fin de cette guerre pourrait être que le détroit d'Ormuz soit fermé à tout le monde, forçant le monde à trouver d'autres moyens d'acheminer le pétrole vers l'Asie. Selon lui, ce serait une bonne chose. Mais fermer le détroit d'Ormuz à tout le monde serait un désastre total pour tout le monde. L'une des raisons pour lesquelles Israël est devenu de plus en plus impopulaire est que quiconque ose critiquer le gouvernement israélien risque d'être accusé d'antisémitisme. L'expression « tirer les ficelles » est devenue un point de discorde parce que Netanyahou a bel et bien réussi à convaincre le 4e président américain qu'il approchait sur l'Iran, et la critique est que cette expression devrait pouvoir être utilisée sans être interprétée comme antisémite. Dershowitz insiste sur le fait qu'il ne traiterait jamais ce critique d'antisémite, le décrivant comme un ami des Juifs et un ami d'Israël. Mais il dit qu'historiquement, tirer les ficelles est un trope et ne devrait pas être utilisé. Des termes comme exercer de la pression sont acceptables. Un langage qui suggère des marionnettes ne devrait pas l'être. Il critique l'utilisation de cette expression tout en maintenant son respect personnel. Le contrepoint est que cela dépend de savoir si des gens tirent réellement les ficelles. Et dans ce cas, l'affirmation demeure que Netanyahou l'a précisément fait. La description plus précise de Joe Kent est qu'une chambre d'écho a été créée autour du président Trump. Les Israéliens réussissent très efficacement à jouer au-dessus de leur catégorie. Mais cela revient en fin de compte au gouvernement américain. C'est la faute de l'Amérique. Parce que les États-Unis donnent à Israël plus d'accès qu'ils ne devraient en donner à n'importe quel pays étranger. Au cours de la dernière année, des membres du gouvernement de Benjamin Netanyahou ont eu des rencontres officielles avec des membres du gouvernement américain et ont dit des choses comme « L'Iran ne peut avoir aucun enrichissement, la politique doit être l'enrichissement zéro ». Pourtant, le président Trump venait de dire que la politique était l'absence d'armes nucléaires. C'est aussi ce que Trump reprend maintenant dans ses éléments de langage. L'ancien guide suprême, avant d'être tué, avait accepté cela, et c'est ce qui avait amené le président Trump et le guide suprême à la table des négociations. Pendant près d'un an, il y a eu des négociations constructives entre les États-Unis et le gouvernement iranien. Cela représentait une menace directe pour les Israéliens. Les Israéliens l'ont clairement dit. Le directeur du Mossad, David Barnea, a précisément déclaré que leur objectif était un changement de régime en Iran, et ils ne s'en cachaient pas. Les Israéliens ont utilisé leur accès par les canaux officiels pour contourner la communauté du renseignement. Chaque fois que les Israéliens disaient que les Iraniens étaient à 2 semaines d'une arme nucléaire, ou qu'ils étaient en train de fabriquer une arme nucléaire, la communauté américaine du renseignement faisait son travail de vérification et concluait que l'interdiction interne iranienne de développer une arme nucléaire tenait toujours. Les Iraniens retenaient également leur mandataire pour qu'ils n'attaquent pas les États-Unis. C'est ce sur quoi la communauté américaine du renseignement s'entendait. La directrice du renseignement national, Gabar, en a témoigné publiquement 2 fois devant le Congrès. Mais les Israéliens ont utilisé leur influence pour contourner les canaux du renseignement. Ils avaient aussi des relais dans les médias pour faire écho aux messages auprès du président Trump par Fox News, The Wall Street Journal et la Foundation for Defense of Democracies, en disant que la ligne rouge devait être l'enrichissement zéro. Ils l'ont dit assez souvent et l'ont répété par assez de canaux pour que le président Trump soit amené à croire que sa ligne rouge devait être l'enrichissement zéro. Pour retirer cette question de la table, les États-Unis ont mené l'opération Midnight Hammer et ont totalement anéanti la capacité de l'Iran à enrichir de l'uranium. Mais les Israéliens sont ensuite revenus immédiatement en disant qu'il restait encore plus d'uranium et que l'Amérique devait entrer sur le terrain pour le récupérer physiquement et le contrôler. L'objectif israélien à ce moment-là était toujours le changement de régime. Voilà comment, selon ce point de vue, ils ont utilisé leur influence démesurée sur le gouvernement américain pour pousser vers la guerre. La marque l'Amérique d'abord commence à paraître un peu encombrée.
quand chaque lobby extérieur obtient un siège au premier rang et un micro. Quand Israël a cru qu'il n'obtiendrait pas la guerre, il a dit qu'il entrerait en action, mènerait des attaques contre les Iraniens et viserait le guide suprême. Les analystes américains savaient, après avoir étudié les renseignements et la doctrine iranienne pendant plusieurs décennies, que cela pousserait l'Iran à attaquer des bases américaines dans la région. Marco Rubio avait donc 100% raison lorsqu'il a dit qu'aucune attaque imminente contre les États-Unis n'était planifiée par les Iraniens. La seule chose imminente, c'était l'attaque israélienne qui a entraîné l'Amérique dans le conflit. Cela devrait pousser chaque Américain à s'arrêter et à se demander ce qu'est réellement la relation avec Israël. Pourquoi les États-Unis laissent Israël les entraîner dans une autre guerre au Moyen-Orient? Et à quel point il est vraiment vital que l'Amérique contrôle le détroit d'Ormuz. À ce moment-là, les commentaires de Rahm Emanuel à l'émission de Bill Maher deviennent importants parce qu'ils expliquent pourquoi il croit que l'Amérique ne devrait plus subventionner Israël militairement. L'argument du côté de Rahm Emanuel est que les États-Unis ne subventionnent pas l'achat d'armes par la Grande-Bretagne et ne fournissent pas d'aide financière au Japon. Israël est une nation très riche. Il ne devrait plus y avoir de soutien des contribuables pour ce qu'Israël veut faire. Israël devrait obtenir le même traitement que n'importe quel autre allié américain. S'il veut acheter certaines armes, il doit respecter les lois des États-Unis. C'est ainsi que la relation devrait être construite. Le Premier ministre est allé voir ce président, comme il était allé voir 4 autres présidents. Et chacun des autres présidents avait dit qu'il n'était pas question que l'Amérique fasse cela, parce que les enjeux n'en valaient pas la peine. Ce président a acheté l'idée. Comme commandant en chef, il en porte la responsabilité. Et selon cette vision, il a commis une grave erreur. Dershowitz n'est pas en profond désaccord avec Rahm Emanuel sur la structure d'une partie de cet argument. Les États-Unis ont dit à Menachem Begin de ne pas attaquer le réacteur nucléaire irakien. Ils ont dit à Ehud Olmert de ne pas attaquer le réacteur nucléaire syrien. Dans les deux cas, Israël a décidé ce qui était le mieux pour ses propres intérêts. Comme Olmert l'a dit à Bush, il était le premier ministre d'Israël, et Bush était le président des États-Unis. Bush devait faire ce qui était le mieux pour son pays, et Olmert devait faire ce qui était le mieux pour le sien. Dans les deux cas, Israël a détruit des réacteurs nucléaires. Si l'Irak avait possédé des armes nucléaires au moment de la guerre en Irak, cela aurait été dévastateur. Israël a donc agi de façon très indépendante. Quant à l'aide reçue par Israël, l'argument est qu'il s'agit d'une voie à double sens. Israël reçoit une aide militaire qu'il doit dépenser auprès d'entreprises américaines, aidant ainsi à développer des armes américaines et israéliennes. Certaines des armes les plus importantes utilisées en Israël, au Moyen-Orient et par l'Ukraine, ont été développées conjointement par Israël et les États-Unis. La relation militaire et de renseignement entre Israël et les États-Unis est une voie à double sens. Israël est un petit pays, et les États-Unis sont un grand pays. Mais Israël joue au-dessus de sa catégorie lorsqu'il s'agit de fournir du renseignement et de l'aide militaire et d'aider à développer le dôme de fer et d'autres types d'informations. Selon ce point de vue, c'est une alliance incroyablement productive pour les deux parties, et elle devrait continuer. La question de savoir si Israël devrait recevoir un traitement spécial est compliquée, parce que chaque pays est traité différemment. Israël reçoit une aide militaire, mais